Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mission redoutable que celle de parler de Cambacérès à Montpellier. Il est l'enfant du pays, une figure célèbre de la Révolution et de l'Empire. Il est célébré par une statue ici au Palais de Justice. Il y a eu quelques années un grand congrès qui lui était consacré. Alors, quels sont mes titres à aborder devant vous à tel sujet? J'ai publié en 1972 les lettres inédites de Cambacérès à Napoléon lorsqu'il assurait l'intérim du pouvoir en l'absence de l'empereur. On connaissait par la correspondance de Napoléon qui a été publiée sous le Second Empire et puis par la Fondation Napoléon, on connaissait donc les réponses de Napoléon. Mais on n'avait pas les lettres de Cambacérès. Ces lettres qui dormaient dans une collection privée, au total 1400 lettres, qui renseignent Napoléon en son absence sur les décisions qui ont été prises et sur la situation politique, religieuse, sociale de l'Empire. Une source donc fondamentale. Puis, en 1999, j'ai préfacé les mémoires inédites de Cambacérès, ces mémoires tant attendues que seuls avaient consulté Chateaubriand et Thiers, et encore de façon tout à fait partiale. D'abord présentées comme une thèse de doctorat en Sorbonne sous ma direction, ces mémoires ont été publiées par Madame Laurence Châtel de Brancion, qui en était la détentrice et qui en a donné une excellente biographie. Correspondance essentielle, mémoires fondamentaux sont donc sortis de façon relativement récente et nous aident à mieux juger Cambacérès. Ainsi, des livres classiques, les anciens, comme par exemple celui de Jean-Louis Bory, Cambacérès et les 5 girouettes, qui nous offre une image d'un Cambacérès bouffy d'orgueil, bouffy de bonne chair, etc. Ou le livre, par ailleurs classique et excellent, de Pierre Vial, qui réduit Cambacérès à un rôle très inférieur à ceux de Fouché et de Talleyrand, alors qu'au contraire, vous allez voir, sa correspondance montre qu'il est un personnage essentiel. Je me limiterai, l'importance du sujet, je me limiterai au rapport entre Cambacérès et Napoléon. Mais il est indispensable, pour le comprendre, de rappeler son attitude sous la Révolution. Jean-Jacques Régis de Cambacérès, je ne vous l'apprendrai pas, né à Montpellier le 18 octobre 1753, appartenait par son père, qui fut maire de Montpellier, à la petite noblesse de Rome. Après ses humanités à Aix, il s'installe à Montpellier, d'abord comme avocat, avant de succéder à son père, qui était conseiller à la Cour des Aides, cela en 1774. Il est alors lié notamment au marquis de Villevieille, qui a connu Voltaire et qui va l'influencer énormément, ainsi que le marquis des Greffeurs. Il manque d'être député aux États généraux, mais il se fait alors remarquer par ses idées très avancées, siège au club des Amis de la Constitution et va jusqu'à supprimer la particule de son nom. On ne dira plus de Cambacérès, on dira Cambacérès. Et on ne s'étonnera pas alors que, dans le contexte troublé de septembre 1792, quand la monarchie s'écroule le 10 août, quand se développent à Paris les massacres de septembre, on ne s'étonnera pas qu'avec les opinions qu'il a montrées, il ne soit pas élu à la Convention et il va y siéger dans la plaine, mais à gauche. Et c'est là que va survenir, et c'est pourquoi nous ne pouvions pas faire l'économie de la Révolution, c'est là que va surgir le premier grand événement qui va marquer
à tout jamais pour la suite de sa carrière Cambacérès. Cet événement, vous le devinez, c'est le procès du roi à la Convention. Vous le savez, le roi a été renversé le 10 août 1792. Il va être jugé par la Convention qui s'est arrogé le droit d'être un tribunal jugeant l'ancien souverain. Et donc, après les plaidoiries, après l'examen, les débats divers, c'est le moment dramatique, l'un des moments les plus forts de la Révolution, celui où les conventionnels montent un à un à la tribune pour faire connaître leur opinion. Première question, c'est celle de savoir Louis XVI, pardonnez-moi, est-il coupable? Une grande majorité de la Convention répond oui, et quand Cambacérès monte à la tribune, il dit oui. Premier point, il vous montre déjà qu'il ne se pose pas en défenseur de Louis XVI. Deuxième appel, la sanction qui va être prise doit-elle être prononcée par le peuple ou par la Convention? Or, Cambacérès va répondre qu'elle doit être prononcée par le peuple, par la Convention. Il répond donc non à une demande que l'instance soit prononcée par le peuple. Pourquoi? Parce que c'est un juriste et qu'il estime que la Convention est plus qualifiée pour prononcer la sentence que consultation populaire. Troisième appel, c'est le moment dramatique, c'est celui de la sanction. Louis XVI a été reconnu coupable. Deux sanctions sont possibles, le bannissement ou la mort. Et donc les députés montent les uns après les autres à la tribune et disent le bannissement ou la mort. Ainsi que Fouché monte à la tribune et dit la mort. Cambacérès monte à la tribune. Et que dit-il? Eh bien, il se lance dans un grand discours. Au lieu de dire la mort ou le bannissement, et il explique que si Louis XVI, enfin Louis, puisqu'il n'est plus Louis XVI, Louis avait été jugé par lui dans un tribunal, il lui aurait appliqué les mesures prises par le code pénal pour trahison. Est-ce que c'est le bannissement? Est-ce que c'est la mort? C'est un petit peu ambigu. Mais on peut comprendre que c'est la mort, puisqu'il ajoute la mort de Louis ne nous présenterait aucun avantage. La prolongation de son existence peut au contraire nous servir. Il y aurait d'imprudence à se dessaisir d'un otage. Donc, gardons Louis XVI, surtout ne devons pas l'exécuter, nous l'avons sous la main, gardons-le précieusement en otage. Mais, s'il y avait invasion du territoire par les ennemis, le décret serait mis immédiatement à exécution. Ce décret, c'est évidemment la mort. Donc, vous voyez que Cambacérès a une attitude extrêmement ambiguë, on ne sait plus très bien s'il veut la mort, s'il veut le sursis, enfin, bon, c'est extrêmement compliqué son attitude. Il ne dit pas franchement la mort ou le bannissement. Quatrième appel, c'est de savoir, puisque la mort a été votée, s'il y aura un sursis. Et là, il vote nettement oui, puisqu'il vous a expliqué déjà qu'au moment de la sentence, il ne fallait surtout pas exécuter la mort tout de suite, il fallait garder ce précieux otage. Finalement, comme Cambacérès l'explique dans ses mémoires, on fait le recensement général, on fait ce fameux compte des voix, qui, vous savez, à une voix de majorité va déterminer la mort de Louis XVI, il dit qu'il fut associé aux 286 députés qui ont voté le bannissement, et non aux 361 qui ont voté la mort. Donc, malgré cette étude ambiguë, on l'aurait compté, les commissaires qui comptent, les commissaires qui comptent à la Convention, on l'aurait compté pour le bannissement. Mais,
À 3 heures du matin, alors que le vote définitif a été acquis, donc Louis est condamné à mort à 361 voix, donc une majorité. À 3 heures du matin, Cambacérès éprouve le besoin de reprendre la parole. Et que dit-il? Citoyens, en prononçant la mort du dernier roi des Français, vous avez fait un acte dont la mémoire ne passera point et qui sera gravé par le burin de l'immortalité dans les faces des nations. Ça signifie que, bravo, vous avez voté la mort, c'est merveilleux, c'est parfait. Et il ajoute ensuite qu'il demande que l'exécution de Louis XVI soit faite dans les 24 heures, mais qu'avant, il puisse communiquer avec sa famille et avec un ministre des cultes. En réalité, il s'expliquera ensuite, c'est qu'il voulait surtout adoucir les derniers moments de Louis et que, bien entendu, pour faire passer ça, il a pris une formule approuvant la mort du roi. Et d'ailleurs, il va présider l'inhumation de Louis ensuite. Donc, par ces dernières paroles, il sera considéré sous la Restauration comme ayant voté la mort, puisqu'il l'avait approuvé dans ses dernières paroles en scrutin. Il sera donc régicide. Pour l'instant, être régicide, c'est bien, parce que voilà qui maintenant va pouvoir siéger tranquillement à la Convention, échapper au bannissement des Girondins, échapper à toutes les épurations qui vont suivre, et même, dans le deuxième événement dans sa vie, deuxième grand événement, la chute de Robespierre, au 9 Thermidor, il vote pour la mise en accusation de Robespierre. Il devient donc un Thermidorien. Les Thermidoriens, vous le savez, vont gouverner la France de la chute de Robespierre au 18 Brumaire. Et Cambacérès s'épanouit alors. Il joue à ce moment-là un rôle capital, parce que c'est un très bon juriste, c'est donc un homme qui connaît les lois et qui va commencer à entreprendre cette recension des lois françaises. Il y en avait énormément, puisqu'il y avait droit écrit, droit coutumier, etc. Il recense tout ça pour donner à la France, enfin, la législation dont elle a besoin. Et puis, il siège au comité de sûreté générale, il siège au comité de salut public, le nouveau comité de salut public, et il est élu à l'Institut, à la classe des sciences morales et politiques. Je regrette de n'avoir pas son fauteuil aujourd'hui. Donc, voilà quelqu'un qui devient, parmi les Thermidoriens, très important. Moins que Barras, évidemment, moins que Barbelia à l'époque et quelques autres, mais plus que Fouché, qui n'arrive qu'à cet âge, ministre de la Police, et plus que Talleyrand, qui sera remercié comme ministre des Relations extérieures. Donc, récapitulons, Cambacérès est régicide, c'est-à-dire qu'il est classé comme régicide, malgré lui, et il est l'un des plus brillants parmi les Thermidoriens qui vont préparer le travail ensuite plus consultant. Troisième grand événement, le plus important pour la suite. Alors qu'il préside le comité de législation puis le comité de salut public, le 14 septembre 1795, on frappe à sa porte. Et le domestique introduit un jeune officier très excité qui vient, explique-t-il, d'être destitué pour avoir refusé de se rendre à l'armée de l'Ouest. Il est donc sans situation, il n'a pas d'argent, et il demande à Cambacérès, qui est le Thermidorien les plus influents, de lui trouver un commandement ou de le rétablir dans ses anciennes fonctions. Il suit. Et, je cite Cambacérès, ce jeune officier, voici comment Cambacérès le décrit. Mal payé, vêtu à la diable, mais
à travers ce fagotis, une main affinée, blanche, destinée à ravir, une bouche charmante, et puis des yeux. Oh, quels yeux, doux, terribles, interrogateurs confiants, l'air d'un roi sous les vêtements d'un pauvre. Avec cela, une voix pleine, sonore, caressante, vibrante, agitant le cœur. C'est Bonaparte, en 1795, décrit par Cambacérès. Je vois qu'à votre silence, vous dites que vraiment, Cambacérès, une plume un peu excitée, un peu délirante. Eh bien, non. Car, prenons maintenant un monstre froid comme Talleyrand. Et Talleyrand, découvrant Bonaparte, qu'il ne connaissait pas, lorsque celui-ci rentre de la première campagne d'Italie, voici ce qu'il dit dans ses mémoires. Au premier abord, Bonaparte me parut avoir une figure charmante. 20 batailles gagnées vont si bien à la jeunesse, à un beau regard et à de la pâleur, à une sorte d'épuisement. Et vous voyez que Cambacérès, comme Talleyrand, sont des gens qui ont été séduits par ce jeune officier, et ça peut vous expliquer certaines portes qui se sont ouvertes pour Bonaparte dans cette Barras. Il avait une sorte de charme extraordinaire que confirment d'autres sources, quand ce ne serait que la duchesse d'Abrantès qui parle du chaboté. Ah, le chaboté, tout y passe, et ce Bonaparte, donc, va être sauvé par Cambacérès, qui, puissant au comité de salut public, va le rétablir dans ses fonctions, lui rassurer le solde, et donc, comment Bonaparte l'oublierait-il? C'est chez Cambacérès, le 17 Brumaire, la veille du 18 Brumaire, que dit Bonaparte au ministère de la Justice qu'occupe alors Cambacérès. Voilà donc pourquoi il fallait rappeler l'épisode de la Révolution pour comprendre désormais ce qui va suivre. Cambacérès est un régicide. Cambacérès est un thermidorien marquant qui a joué un rôle important, décisif dans la période qui va de 1794 à 1799, et il est l'ami de Bonaparte qui devient l'homme fort après le coup d'État du 18 Brumaire. Voyons donc alors ces rapports maintenant, les rapports politiques, les rapports administratifs, et les rapports humains entre Napoléon et Cambacérès. Premier rôle joué par Cambacérès dans la période. C'est un juriste consommé, reconnu. Ce n'est pas pour rien qu'il a sa statue devant le palais de justice de Montpellier. Et il va donc être associé aux travaux qui sont préparatifs à l'élaboration de la Constitution qui doit être mise en place maintenant que le Directoire est tombé. Celui qui entend donner à la France la Constitution qu'elle mérite, c'est Sieyès. Il y a des gens qui ont des idées fixes. L'idée fixe de Sieyès, c'est de donner à la France une Constitution. Alors il a cru, car il siégeait aux États généraux, il y a la Constituante, il a cru qu'il allait donner à la France la Constitution qui sera celle de 1791. Mais personne n'a tenu compte de ses idées, il est resté complètement à part, alors que pourtant c'est lui qui avait fait qu'est-ce que le tiers état et autres. Non, il échoue, il ne parvient pas à imposer en 1791 sa Constitution. Alors ensuite, il va y avoir sous la Convention l'idée de donner une nouvelle Constitution, ce sera la Constitution de 1793, qui ne sera jamais appliquée. Là, il s'efface, il est prudent, c'est Robespierre, c'est Saint-Just, c'est d'autres qui donnent le ton, et comme il dira plus tard, lorsqu'on lui demandera qu'est-ce qu'il a fait sous la Révolution, il dira « j'ai vécu ».
Là, il se contente de vivre, Constitution de 1793, il passe son tour. Puis, arrive, lorsque la Convention se sépare, l'élaboration de la Constitution de 1795, la troisième Constitution de notre histoire. Là, il entend s'imposer, mais par rapport à d'autres thermidoriens, comme Barras, comme Cambacérès, il ne parvient pas à s'imposer. Il rate donc à nouveau une constitution, celle de 1795. Alors nous voilà maintenant en 1799. Ah, cette fois, il a été l'inspirateur du coup d'État. Bonaparte n'était que le sable au départ. Et donc cette fois, il entend bien imposer sa constitution. Seulement, en face de lui, il a Bonaparte, et surtout, il a Cambacérès. Cambacérès qui soutient Bonaparte contre Sieyès, et c'est donc un duel entre les deux que Bonaparte et Cambacérès emportent sur Sieyès, qui s'en va bouder au Sénat. L'idée de Sieyès, c'était qu'il y ait à la France une sorte de grand électeur, un cochon à l'engrais, dira Bonaparte, et il y aurait eu un système très compliqué d'assemblée. Donc tout ça est écarté, Sieyès échoue, enfin ses dernières tentatives, échoue à donner à la France cette constitution merveilleuse, et donc c'est Cambacérès qui l'emporte sur Sieyès, c'est la constitution de 1800, de 1799, qui propose un gouvernement avec 3 consuls au pouvoir, et puis un système d'assemblée, Conseil d'État, corps législatif, tribunat, Sénat. C'est l'œuvre de Bonaparte, bien entendu, mais essentiellement de Cambacérès qui la consigne. Et la récompense vient, 3 consuls à la tête de la France, un premier consul, Bonaparte, un deuxième consul, Cambacérès, et Cambacérès qui est à ce moment-là la caution pour le nouveau régime des conventionnels régicides. C'est la gauche, en quelque sorte. Et puis, il y a un troisième consul, qui est Lebrun, qui lui vient de l'administration de l'Ancien Régime, et qui rassure la droite. Toujours cet équilibre qu'il importe de donner à la France. Donc, un premier consul, Bonaparte, un deuxième consul, Cambacérès, un troisième consul, Lebrun. Vous savez comment l'on résume, en réalité, ce triumvirat. C'est une formule latine, hic, ec, hoc. Hic, c'est le principe mâle. C'est Bonaparte qui a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont réservés au premier consul. Ec, c'est Cambacérès, mais vous voyez là une allusion aux mœurs de Cambacérès déjà connu pendant la période thermidorienne. Et Hoc, c'est la chose, c'est le neutre, c'est ce pauvre Lebrun. Donc, 3 consuls, et vous le voyez, le deuxième personnage de l'État, c'est Cambacérès. C'est donc un personnage considérable, on l'oublie tout le temps dans l'histoire des consulats de l'Empire. Il est le deuxième personnage de l'État. Et il joue un rôle capital, car Bonaparte ne connaît pas le personnel politique de l'époque, et donc c'est Cambacérès qui le conseille pour nommer les conseillers d'État, pour nommer les tribuns, pour nommer les sénateurs, pour nommer les préfets. Bref, Cambacérès a un rôle décisif, considérable, pendant cette période du consulat. Et c'est surtout un juriste qui va jouer un rôle important dans l'élaboration du Code civil. Alors, je sais bien, le Code civil, c'est Portalis. Et c'est pour ça qu'il repose au Panthéon. Mais Portalis préside une commission, présente des projets. Ces projets sont présentés au Conseil d'État. Et sur 102 séances du Conseil d'État qui vont élaborer donc le Code civil, 50 sont présidés par Cambacérès. Et lorsque c'est Bonaparte qui les préside, eh bien, il a été, comme nous le dirions aujourd'hui, briefé avant par Cambacérès. Et c'est pourquoi, quelquefois, on a l'impression que Bonaparte parle admirablement devant le Conseil d'État, c'est qu'en réalité, il a des petites fiches, si je puis dire, que lui a transmises Cambacérès. Vous voyez, de l'intérêt de lire les mémoires de Cambacérès et de voir, même si les mémoires, il faut toujours s'en méfier, de voir le rôle important
joué par Cambacérès, même lorsque Bonaparte part pour la première campagne d'Italie, eh bien, pardonnez-moi, pour la deuxième campagne d'Italie, celle de Maragot, eh bien, lorsqu'il part pour la deuxième campagne d'Italie, il laisse l'autorité à Cambacérès. On dit Fouché, on dit Talleyrand, vous voyez que c'est quand même Cambacérès qui a le rôle important, même si Fouché tient la police et Talleyrand les relations extérieures. Alors, est-il toujours écouté? Non, n'exagérons pas. Ainsi, il va s'opposer à l'enlèvement et à l'exécution du duc d'Enghien. Du moins, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires. Et en revanche, Talleyrand et Fouché, qui se défendront ensuite, ont poussé à l'exécution du duc d'Enghien. Mais en tout cas, il joue un rôle essentiel dans cette première partie de l'histoire du consulat et de l'Empire, dans cette période du consulat. Et, comme il explique dans ses mémoires, il va faire glisser progressivement le consulat décennal en consulat à vie. Très habile, car si Bonaparte devient premier consul à vie, Cambacérès devient lui aussi deuxième consul à vie. C'est un fin politique, vous avez l'impression, vous voyez, vous commencez déjà à saisir un autre Cambacérès, plus habile. On voit toujours Fouché, Talleyrand, non, Cambacérès, il est là. Et donc, voilà, maintenant, deuxième consul à vie, deuxième personnage de l'État à vie. Ah, combien aujourd'hui de gens voudraient bien devenir deuxième personnage de l'État à vie? Hélas, il y a des élections. Eh bien, ensuite, il va pousser à l'Empire, c'est-à-dire au passage du consulat à vie à l'Empire. Et là, effectivement, il se dessert, car il n'y a plus de deuxième consul à vie, il n'y a plus qu'un empereur. Et le voilà, c'est la deuxième partie donc, des rapports entre Napoléon et Cambacérès, le voilà maintenant qui n'est plus que le troisième ou le quatrième personnage de l'État, parce que s'il y a l'Empire, s'il y a donc l'hérédité, il y a la famille impériale, et donc le deuxième personnage de l'État, c'est Joseph, le frère aîné de Napoléon, qui devient grand électeur, et puis ensuite, il y a Louis qui devient connétable, et Cambacérès n'arrive qu'après. Si vous êtes un peu inquiet en vous demandant c'est dommage pour Cambacérès, enfin, rassurez-vous, Joseph va devenir roi de Naples, donc va libérer la place, et ensuite Louis va devenir roi de Hollande et va libérer la place. Donc Cambacérès va redevenir un deuxième personnage de l'État, car quel est-il dans ce deuxième rôle qu'il joue maintenant? C'est plus le consulat, c'est l'Empire. Quel rôle joue-t-il? Eh bien, il est archi-chancelier. Et comme archi-chancelier, il est membre du conseil privé. C'est-à-dire le conseil privé à famille impériale. Il est prince et altesse sérénissime, avec un traitement de 300 000 francs par an. Puis ensuite, lorsqu'il est établi la noblesse d'Empire, il est nommé duc de Parme le 14 avril 1808, avec un traitement de 150 000 francs, qui est monté à 400 000 francs en 1810. Des sommes énormes, si vous comparez avec la journée de travail d'un ouvrier à Paris, qui est de 3 francs. Il faut arriver à 400 000, donc il travaille beaucoup. Donc, il est désormais l'archi-chancelier de l'Empire. Il reste une sorte de deuxième personnage. Une sorte de deuxième personnage qui doit, parce que maintenant c'est la noblesse, c'est l'Empire qui est établi, il faut, comme pour tout souverain, le fasse. Tant que Robespierre, le luxe était banni. Au temps des Thermidoriens, il revenait, mais on est resté encore prudent. Désormais, et c'est pour ça que Cambacérès reçoit des sommes énormes, désormais, il faut étaler le luxe. Il faut être fastueux. Et là, alors, Cambacérès va se révéler, effectivement, il va se révéler par ses toilettes, ses décorations qu'il porte un peu partout, par le luxe de sa table. Ah, c'est là qu'arrive la grande période de Cambacérès, amphitryon, gastronome. Je me rappelle que, alors que Napoléon mange et boit très peu, c'est l'Empire
qui est la grande époque de la gastronomie, avec Grimaud de la Reynière, Berchoux, Brillat-Savarin et autres. Et la table de Cambacérès est célèbre. Il a un rival, Talleyrand. Et évidemment, Talleyrand, c'est peut-être autre chose que Cambacérès. Je connaissais l'exemple du saumon magnifique. Talleyrand donne un grand dîner, et alors ce n'est pas la saison du saumon, maître d'hôtel paraît avec un plateau comme ceci, et un saumon magnifique. Car Talleyrand a pour lui le meilleur chef de l'époque, Carême. Et Carême, il fait des échafaudages de légumes, de fruits, etc. Et donc, paraît, les invités éblouis de Talleyrand, maître d'hôtel avec un saumon magnifique. Le maître d'hôtel s'avance, enfin, il tombe, le saumon par terre. Tête des invités qui sont incroyablement déçus. Après le art d'admiration, cerveau de dépit. Seul Talleyrand reste impassible, tape dans ses mains et paraît un deuxième maître d'hôtel avec un saumon encore plus beau, et l'on comprend que le premier saumon a été sacrifié pour exciter les papilles des invités. Alors ça, c'est pas Cambacérès. Cambacérès, il est très riche, et en même temps, je ne parlais pas le mot le radin, il est fastueux, mais enfin, il ne va pas gâcher comme ça un saumon. Et c'est ce qui fait, dans l'histoire de la gastronomie, la table de Talleyrand supérieure à celle de Cambacérès, mais Grimaud de la Reynière, l'Almanach des gourmets, Grimaud de la Reynière dit que les mets servis à la table de Cambacérès étaient supérieurs à ceux servis à la table de Talleyrand. C'est un expert. Donc, vous le voyez, et c'est ça que l'opinion va retenir, il y a désormais, de la part d'archichancelier, un rôle de mise en scène, de faste, de cérémonie. Et c'est à ce moment-là que vont courir toutes les anecdotes qui vont ensuite détruire cette réputation de Cambacérès pour le rendre ridicule. Je pourrais vous en citer 20, je ne vous en cite qu'une. Il y a une scène, un jour, de Napoléon à Marie-Louise, qui vient l'épouser. Et il est agacé à propos de l'attitude de l'empereur d'Autriche, et il dit à Marie-Louise, « Ton père est une ganache !» Marie-Louise est un peu surprise, elle ne connaît pas ce mot « ganache ». Et donc, elle va voir une dame d'honneur qui l'entoure, et lui dit, Sa Majesté a traité mon père de ganache, est-ce que vous pourriez m'expliquer le sens de ce mot? Alors, la dame d'honneur, pas bête, dit oui, voilà. Ganache, ça signifie personne de grand mérite. Alors voilà que paraît Cambacérès, qui vient lui présenter ses compliments. Et que lui dit-elle qu'elle est heureuse d'être ainsi saluée par la plus belle ganache de l'Empire. C'est une réaction de Cambacérès, pense. Sourire. Ça, et vous voyez, ce sont ces types d'anecdotes qui ont contribué à ridiculiser Cambacérès, alors que j'essaie de vous le montrer, c'est un personnage important. Et c'est un personnage si important que nous avons maintenant les lettres qu'il adresse à Napoléon quand Napoléon est en voyage officiel ou est en campagne. Car lorsque Napoléon s'absente, eh bien, avant son départ, le voyage de la campagne, il organise le fonctionnement du gouvernement resté à Paris. Napoléon part avec le secrétaire d'État, la secrétaire impériale, qui centre toutes les décisions de Napoléon. Le secrétaire d'État, Marais, part avec lui, mais le gouvernement, une grande partie du gouvernement, reste à Paris. Et donc, à ce moment-là, le fonctionnement du gouvernement est réglé par des ordres de service auxquels d'ailleurs ne donnait aucune publicité. Et c'est donc, au début, Joseph, mais je vous dis, Joseph disparaît très vite pour aller à Naples, et donc c'est Cambacérès qui remplace l'empereur. C'est donc lui qui, en l'absence de Napoléon, toujours,
rappelle, le deuxième personnage de l'État. C'est donc lui qui, en l'absence de Napoléon, préside le Conseil des ministres, préside le Conseil d'État, préside le Conseil privé. Et il adresse à Napoléon les comptes rendus, il adresse à son secrétaire d'État les comptes rendus de ses délibérations. Donc il soumet à Napoléon ce qu'on dit Talleyrand, ce qu'on dit Fouché, ce qu'on dit Chaptal, ce qu'on dit Zomis. C'est lui qui recueille l'opinion et qui les transmet à l'empereur. Et en même temps, il accompagne ces lettres, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette correspondance, des 2 forts volumes que j'ai publiés, c'est qu'il y ajoute des commentaires. Il explique la situation politique de l'Empire, l'esprit public. Il explique que les problèmes religieux, qui deviennent de plus en plus graves à mesure que s'esquisse une brouille, un refroidissement entre le pape Pie VII et Napoléon, il explique aussi, et là on voit sa lucidité, le danger que représente l'affaire d'Espagne. Il comprend, il y a une lettre de 1809, il dit attention, nous allons à la catastrophe. Et il appelle ça d'ailleurs dans ses mémoires, l'affaire d'Espagne, le creuset du mal. C'est l'affaire d'Espagne. J'ouvre une parenthèse, et tous les témoins de l'époque lucides l'ont compris, c'est l'affaire d'Espagne qui va perdre Napoléon. Ce n'est pas le désastre de Russie, c'est l'Espagne. D'ailleurs, le désastre de Russie n'est qu'une des suites de l'affaire d'Espagne. Mais c'est le moment où Cambacérès écrit à Napoléon pour l'alerter sur cette affaire qu'en décembre 1808, à Matignon, l'hôtel de toutes les trahisons, Talleyrand reçoit Fouché et qu'ils s'entendent pour prévoir, le cas où l'affaire d'Espagne tournerait franchement mal, de remplacer Napoléon par Murat. La lettre sera intercédée en passant à Milan et vous savez, ça déclenchera la fameuse crise où Talleyrand sera remercié dans une scène fameuse. Donc, il n'y a pas que Talleyrand et Fouché qui sont des observateurs lucides, qui comprennent qu'on va progressivement vers le commencement de la fin. Il y a aussi Cambacérès. Toutefois, je ne voudrais pas exagérer le rôle de Cambacérès. En effet, s'il rend compte, il ne prend pas de décision. Et s'il tente un peu d'essayer d'arranger une ou deux affaires, il se fait rappeler à l'ordre. Mon cousin, lui écrit Napoléon en 1807, « Je ne vous ai point donné le droit de prendre des résolutions. » Ça signifie que ça se prévient, mais finalement, c'est Napoléon qui décide. Qui décide? Ah, oui, mais s'il y a une situation exceptionnelle, et voilà que dans son premier rhume, en juillet 1809, alors que Napoléon est engagé sur le Danube, qu'il est en train de livrer la bataille de Wagram, après avoir eu Essling, qui a été, pour les Autrichiens, c'est même leur victoire, la Sterne, pour nous c'est une victoire, Essling, enfin tout ça est très difficile, alors qu'il est loin. Voilà que les Anglais débarquent à Valchagre en juillet 1809 et vont immédiatement menacer Anvers. C'est très brutal, il faut réagir. Je vous rappelle que la grande armée est engagée sur le Danube. Que faire? Alors là, Cambacérès est bien forcé d'agir. Il va s'appuyer sur Fouché, ministre de la Police, qui a évidemment un peu plus de sang-froid que lui et qui grille d'impatience de jouer un rôle politique et qui comprend que lui aussi, maintenant c'est son heure. Et puis, on cherche un général, un maréchal. Or, précisément, Bernadotte vient d'être remercié pour un ordre du jour à ses troupes saxonnes et est revenu à Paris. Donc, ils vont confier à Bernadotte le commandement des gardes nationales qu'ils vont rassembler et ils vont organiser la résistance pour empêcher les Anglais d'aller marcher sur Anvers. Donc, ils n'auront pas grand mal, car les Anglais ont débarqué à Valchagre dans un endroit tout à fait insalubre. Ils s'enfoncent dans les marécages, les moustiques les piquent, et donc finalement, ce débarquement de Valchagre tourne le coup. Il n'empêche pas moins que là, en l'absence de Napoléon, Cambacérès et
Fouché ont pris des initiatives, des résolutions. Évidemment, cela va mal tourner pour Fouché, qui va être disgracié. Cela va mal tourner pour qui est renvoyé, mais ça tournera bien pour lui, puisque finalement, il va devenir prince héritier de Suède. Quant à Cambacérès, il y a un refroidissement dans les rapports avec Napoléon. Et nous entrons dans une troisième phase. Car après 1809, que se passe-t-il en 1810? Napoléon a répudié Joséphine. Le divorce a été préparé par Cambacérès, l'archichancelier. Et donc, désormais, Napoléon épouse Marie-Louise. Et au lieu d'ordre service, désormais, lorsque Napoléon s'absente, ce sera la régence. Il y a en effet un prince héritier, le roi de Rome, et donc c'est un troisième après les ordres de service. Désormais, lorsque Napoléon s'absente, il y a une régence confiée à l'impératrice. C'est plus Cambacérès. Donc, l'impératrice peut prendre des actes contresignés par le ministre d'État et peut présider le Sénat, présider le Conseil d'État, présider le Conseil des ministres, prendre des décisions qui concernent le petit ordre, mais toutes les décisions de second ordre qu'elle doit envoyer à Napoléon doivent être par l'archichancelier. Et donc vous voyez que, certes, il y a la régence, désormais, donc c'est le deuxième personnage, si je puis dire, c'est l'impératrice, mais en réalité, l'impératrice est dominée par Cambacérès. Il est vrai que les décisions qui sont prises, nous en avons par exemple, qu'on soumet à Napoléon, elles ne sont pas prises par Marie-Louise et par Cambacérès, à la veille de la bataille de Leipzig, alors que se livre la bataille qui va décider du sort de l'Allemagne, alors que cette bataille dure sur 3 jours, eh bien, Cambacérès et Marie-Louise renvoient à Napoléon, qui est là sur cet ordre, pour signer, eh bien, d'une part, des pensions à des veuves de militaires. On pourrait attendre. Mais Marie-Louise et Cambacérès, maintenant il a compris, après il a fait allusion. Il y a des dépenses du commissariat de Saint-Malo. Alors je ramène Napoléon est là à Leipzig, c'est la bataille décisive, c'est-à-dire il doit signer les dépenses du commissariat de Saint-Malo. Et puis, il doit aussi approuver les élections à l'Institut de France, à l'Institut national. Là, effectivement, comme membre de l'Institut, je ne peux que trouver l'attitude de Cambacérès, qui, je vous le rappelle, est lui-même membre de l'Institut. Les mémoires de Cambacérès s'arrêtent précisément en 1813. Et à partir de là, Cambacérès a cessé d'écrire et nous n'avons plus désormais les lettres qu'il adressait à Napoléon. Il n'en reste pas moins, alors que c'est désormais Marie-Louise qui est la régente, que Cambacérès est toujours l'homme qui est flanqué à la droite de Marie-Louise. La meilleure preuve, c'est qu'en 1814, lorsque les Alliés menacent Paris, que Marie-Louise, avec le roi de Rome, va fuir, elle va fuir à Blois, elle est accompagnée par Cambacérès. C'est lui qui l'accompagne. Et donc, ils vont établir une sorte de gouvernement provisoire à Blois pendant que Napoléon livre la campagne de France. Et puis, alors là, lorsque Napoléon abdique, eh bien, le 7 avril, à ce moment-là, Cambacérès, et bien entendu, c'est ce qui lui sera reproché, se rallie à Talleyrand, qui fait prononcer par le Sénat la déchéance de Napoléon. Il se rallie à Talleyrand, et là, désormais, effectivement, c'est Talleyrand qui a le premier rôle,
c'est donc la trahison de Talleyrand qui fait que, finalement, Louis XVIII sera sur le trône grâce à Talleyrand. Et que fait alors Cambacérès? Eh bien, il se retire sur la pointe des pieds, il se retire dans son hôtel et il s'efforce de se faire oublier. Il reste Aigrefeuille, il reste Villevieille, il reste ses repas, puisque c'est un bon gastronome, donc, mais le luxe a baissé. Cette fois, c'est même plus du saumon. C'est quand même une côte de bœuf. Donc, enfin bon, on se fait oublier par la première restauration, on ne parle plus de Cambacérès. Mais voilà, catastrophe, Napoléon quitte Hitler pour venir à nouveau reprendre le pouvoir. Et à ce moment-là, il appelle Cambacérès. Cambacérès se fait prier, mais enfin, il accepte. Il sent bien, car c'est un frère politique. Il sent bien que les 100 jours, ça a duré que 100 jours, et il sent bien que c'est dangereux ce qu'il fait. Mais peut-il refuser, en souvenir, vous vous rappelez, du merveilleux jeune homme, à la voix, au regard, etc. Peut-il refuser, car il est toujours séduit par Napoléon. Et donc, il accepte. Et il redevient archichancelier, ministre de la Justice, dans le nouveau gouvernement où Fouché joue le rôle principal. Et voilà que Fouché va précipiter à son tour, comme Talleyrand, l'autre traître de la vieille histoire, va précipiter la chute de Napoléon et la restauration de Louis XVIII. Vous vous rappelez, les deux vieux traîtres vont à Saint-Denis, c'est la page célèbre de Chateaubriand, Talleyrand et Fouché, les fils appuyés sur le bras du crime. Depuis 1814, Cambacérès ne joue plus de rôle, c'est Talleyrand, puis Fouché, puis Talleyrand, qui maintenant donne le ton. Et donc, Cambacérès rentre dans l'ombre. Pas pour longtemps. Car, voilà qui rattrape ce que je vous avais dit, le régicide. Et en 1816, on décide, en mars 1816, de bannir tous les régicides, tous les conventionnels survivants qui ont voté la mort du roi Louis XVI et qui ont servi Napoléon pendant les 100 jours. Il y en a, comme Maras, qui est toujours tenu à l'écart, qui donc ne vont pas être exilés. Alors, Maras, c'est un régicide. Parce qu'il n'a pas servi Napoléon pendant les 100 jours. Et ce pauvre Cambacérès, qui pendant n'a pas fait grand-chose pendant ces 100 jours, rien, c'est Fouché qui a fait les ficelles, et Carnot, dans une certaine mesure. Bon, ben, c'est Cambacérès qui prend et qui va donc s'exiler, qui doit s'exiler à Bruxelles. Ah, il est très malheureux à Bruxelles avec son valet de chambre. Évidemment, c'est une des fastes de l'époque de l'Empire. Mais il envoie son valet de chambre, il y a un valet de chambre très dévoué qu'il envoie à Paris, et c'est ce valet de chambre qui va très habilement négocier le retour de Cambacérès en août 1818 à Paris, alors que Fouché, lui, et d'autres seront éternellement écartés. Cambacérès va rentrer, on a bien conscience que et donc, il revient, il retrouve tous ses faces, et il va mourir le 8 mars 1824, ayant retrouvé une partie de sa fortune et une partie de ses honneurs. Alors, eh bien, il nous faut prendre congé de Cambacérès. L'historien, je l'ai dit sous la coupole, je l'ai toujours dit, l'historien ne juge pas. Il se contente de réunir les documents et d'exposer les faits en toute impartialité, laissant au lecteur, vous laissant, le rôle de juger par vous-même. Il me semble que Cambacérès a été un grand juriste, un très grand juriste
auxquelles nous devons encore beaucoup aujourd'hui dans notre législation. Mais la postérité n'a voulu finalement retenir de lui qu'une image sympathique, attachante même, mais celle d'un homme vaniteux, imbu de lui-même, jouisseur et finalement ridicule. C'est l'image que véhicule le fameux dictionnaire des girouettes, qui, entre parenthèses, l'attribue 6, une de plus que Jean-Louis Bory dans sa méchante biographie de Cambacérès. Que dit le dictionnaire des girouettes à Cambacérès? Ce prince ne cherchait point à soustraire sa grandeur à la curiosité publique. On l'a vu 1000 fois au milieu de ces deux commensaux et acolytes, messieurs Aigrefeuille et de Villevieille, chamarrés de tous ces ordres, se promenaient aux Tuileries, au jardin du Luxembourg et surtout au Palais Royal, suivis d'une foule d'enfants émerveillés d'un tel spectacle. Il aimait à être vu et à lire dans les yeux du public la satisfaction générale que sa présence faisait éprouver. Difficile de se relever d'un tel portrait, très loin de celui que j'ai tenté de vous exposer. Voilà le Cambacérès que la postérité a voulu retenir, mais je préfère vous avoir montré qu'il en est un autre, qu'il est une autre image de votre compatriote. Merci de lui avoir prêté attention ce soir. Vous savez que nous avons une tradition, sur un cercle Napoléon, nous avons une tradition, c'est de terminer toute nos manifestations par un cri une fois répété par les soldats de l'empereur. Merci s'il vous plaît de vous lever. Eh bien, comme le veut la tradition cercle Napoléon, vive l'empereur!